Et si la mort n'existait plus dans la Silicon Valley, certains ne parlent plus d'avenir, ils parlent d'éternité. Leur nouveau messie s'appelle Brian Johnson, un ex-entrepreneur à succès qui refuse de mourir. Pendant que les plus téméraires s'injectent du plasma pour rajeunir, d'autres comptabilisent leurs pilules, leurs calories et leurs heures de sommeil comme on contrôle sa chaudière. Le corps devient un produit, la vie un tableau de bord et la maladie... la maladie, c'est un bug à corriger. Est-ce le début d'une révolution scientifique ou le symptôme ultime d'une génération qui refuse de vieillir et peut-être même de vivre ? Bienvenue dans Silicon Carnet, le seul talk show tech français qui parle de la Silicon Valley depuis la Silicon Valley. Mon nom est Carlos Diaz et aujourd'hui, on parle de ceux qui ont décidé que mourir, c'est pour les autres. J'ai rien compris. Avant de commencer cet épisode, je voulais prendre un petit moment pour te parler de notre partenaire Conto. On les adore chez Silicon Carnet. C'est vrai que quand tu montes ton entreprise, t'as pas envie de te prendre la tête avec l'administration française. Je suis passé par là et Conto s'occupe de tout pour toi, que ce soit l'accompagnement juridique, le dépôt de capital, ton compte pro. T'as même un outil de facturation intégré et ça fait ta pré-comptabilité. Tout ça est géré 100% en ligne. En ce moment, la création d'entreprise est offerte. Tu paies juste les frais légaux obligatoires. C'est super simple, c'est rapide, c'est efficace. Je t'invite vraiment à passer par eux si tu t'apprêtes à créer une micro-entreprise, une SAS ou une SARL. D'ailleurs, une entreprise sur 5 choisit Conto. Ça s'appelle conto.com et ça s'écrit QONTO.com. Hola hola amigos, bienvenue dans Silicon Carnet, votre talk show tech picante et en direct de San Francisco. Cette semaine, à mes côtés, Laurane Chemenda, nutrithérapeute. Elle est convaincue que la médecine conventionnelle ne suffit pas toujours et elle préconise des méthodes plus douces. Max Berthelot, le CEO de Lucie, il rêve d'un monde où la santé serait aussi scalable qu'un SaaS et il est bien décidé à le coder lui-même. Et Arnaud Auger, vous le connaissez, c'est un usual suspect, un original gangster, VC et biohacker, moitié investisseur, moitié cobaye. C'est un peu le Steve Austin de la tech. Alors quand je dis Steve Austin, en fait, je suis hyper boomer parce que je pense qu'aucune des nouvelles générations ne se rappelle de cette série de l'homme qui valait 3 milliards, qui passait dans les années 70, 80, 90, je ne sais plus. Mais bref, je me rends compte que je suis un putain de boomer quand je dis ça. Bienvenue à tous. Salut Arnaud, tu rentres d'Asie, c'est ça ? Exactement, j'ai passé 2 semaines en Asie, en Chine. C'était incroyable. Donc pas mal de robots autour de moi qui m'ont inspiré. Voilà, du coup, on va avoir beaucoup plus de robots avec les humains. J'en ai commandé un, ouais. On va en recevoir un sûrement dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs, en parlant de robots, vous ne l'avez pas encore vu parce qu'au moment où on enregistre cette émission, ce n'est pas encore sorti, mais j'ai fait un off the record avec Jérôme Monceau, qui était le fondateur d'Aldébaran, qui lance une nouvelle boîte qui s'appelle Enchanted Tools et qui est justement un designer de robots. Génial, on a passé presque 1h30 ensemble à parler de robots, c'était passionnant, je vous invite vraiment à le regarder, je vous montre là les extraits. Allez voir, c'est sur la chaîne de Silicon Carnet. D'ailleurs, parlons de la chaîne de Silicon Carnet, pensez à vous abonner, c'est juste là, le bouton est juste en dessous. Ça vous coûte rien et nous, ça nous aide énormément. Si vous nous écoutez en podcast, mettez 5 étoiles à ce podcast. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter en courant, en faisant à manger, en allant chercher les enfants. Puis certains d'entre vous sont très occupés, ils n'ont pas le temps de regarder YouTube, donc ils nous écoutent en podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, c'est génial. Continuez à le faire. Et puis pensez aussi à rejoindre l'Hacienda, c'est le think tank de Silicon Carnet, c'est la communauté des fans de Silicon Carnet. Ils parlent tous les jours, ça se passe sur Discord. Et j'ai mis le lien, c'est gratuit. Vous pouvez nous rejoindre et rejoindre la conversation des auditeurs de Silicon Carnet. Voilà. Allez, maintenant place à votre épisode. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï. Cette semaine, donc, qui veut du travail avec notre partenaire Digital Selection, on vous parle de Spiral. On vous en avait déjà parlé dans Silicon Carnet. Spiral, c'est cette plateforme qui permet de connecter les marques et les distributeurs au marché de l'occasion grâce notamment à l'intelligence artificielle. C'est vrai que les produits neufs, aujourd'hui, les ventes stagnent. Donc, utiliser une plateforme comme Spiral, c'est
trouver de nouveaux relais de croissance sur des plateformes comme par exemple Le Bon Coin ou Vinted. Si vous êtes une marque, allez faire un tour sur leur site web, ça s'écrit Spiral, SPEERAL.io. Et si vous êtes sur Nantes et que vous bossez dans la tech, écoutez, ils recrutent plein de profils. Alors contactez Digital Selection, j'ai mis toutes les informations dans la description. Allez, retour à votre épisode. Go yourself. On va parler de santé dans Silicon Carnet. C'est quand même pas mon sujet de prédilection. On va parler de ce Brian Johnson et de ce Don't Die, parce que moi, je suis plus Die Hard que Don't Die. Et Laurent, elle est bien placée pour le savoir. Laurent, elle s'occupe de moi, elle s'occupe de ma santé. Tu ne discloses pas tout, hein. Tu ne dis pas tout de ce que tu sais de mon corps, Laurent. Je ne dirai rien. Ouais. Ça reste entre nous. Non, mais quand même, j'avoue que félicitations, Laurent, parce qu'elle m'a fait faire caca dans des bols. Alors, c'est vrai que c'est mon dada. Voilà, elle fait faire caca aux gens dans des bols et puis elle revient avec des résultats, avec une approche ultra scientifique. Elle m'a montré des courbes, elle m'a expliqué tout. Tu as découvert d'ailleurs que j'étais intolérant au gluten, alors que j'avais plein de soucis et que mon médecin, personne n'avait découvert ça. Il a fallu que je rencontre et que je croise Laurent. Ça arrive souvent, ça, Laurent, que... Ah, oui. En fait, on peut en apprendre tellement sur rien qu'en analysant les selles. Alors que je veux le dire, je ne regarde pas les selles de mes des personnes rien. Que je suis. Moi, je ne vois rien. On envoie ça dans un laboratoire et le laboratoire m'envoie ensuite les résultats. Ouais. Donc, j'ai pas le côté graphique. Mais c'est vrai qu'on peut en savoir énormément à partir du microbiote, à partir d'une analyse de selles, et on regarde pas que les bactéries, on regarde aussi des marqueurs inflammatoires, dont le secretory, le anti-gliadin secretory, qu'on a regardé pour toi et qui était extrêmement élevé pour la gliadine, pour le gluten. Et c'est vrai que ça arrive très 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 souvent, même des personnes qui sont pas forcément symptomatiques et qui ont pas de problème de digestion ou de symptômes digestifs. Il peut y avoir des symptômes cutanés, des choses au niveau des cheveux, de la peau, du sommeil. Ah oui, tu m'as fait passer un questionnaire. J'ai mis 4 heures à répondre à toutes les questions que tu m'as posées, des questions que je m'étais moi-même pas du tout posé. Jamais posé. Non, voilà. Jamais posé ces questions. Je pense que tu en as pris beaucoup quand même sur toi au final. Énormément. Mais en fait, c'est ça qui m'a le plus passionné, c'est qu'en fait, j'ai découvert plein de trucs sur mon corps, sur cette enveloppe là qui m'accompagne et que je ne connaissais pas finalement. Il a fallu que j'aie 50 ans pour commencer à me rendre compte de certains trucs. Donc merci pour ça, Laurent. Tu te définis comme, je l'ai dit tout à l'heure, nutrithérapeute. Hein. Oui. Alors il y a plein de termes. Hein. C'est pas naturothérapeute ou ça n'a rien à voir. C'est encore une autre discipline. C'est une autre discipline. Après, j'ai une formation de naturopathe en France, mais j'exerce en tant que nutrithérapeute et c'est vrai, on pourrait dire que c'est une spécialisation en micronutrition. C'est vraiment juste la compréhension de la santé, la compréhension du corps et la compréhension de tout ce qui va être micronutriments et l'impact sur le corps et sur la biologie humaine. Voilà. D'accord. C'est vraiment juste ça. On va regarder tout ça ensemble. On va écouter notre corps aujourd'hui. Max, toi, tu es le fondateur d'une start-up qui s'appelait Zero Health, mais qui maintenant s'appelle Lucis, L-U-C-I-S. Je montre votre site web. C'est depuis que vous avez fait YC que vous avez décidé de changer de nom? Non, on avait, ça faisait longtemps qu'on voulait changer de nom parce que Zero Health dans la tête des gens c'était pas de santé. Donc on s'est dit, faut faire quelque chose. Donc on a décidé ici et il s'est trouvé qu'on a changé au milieu de YC. Donc tout le monde pense que c'est YC qui nous a fait changer de nom, mais ça n'est pas le cas. D'accord. Vous êtes à YC en ce moment pendant qu'on se parle. Exactement. On est à YC en ce moment, San Francisco, en plein batch. On finit dans 3 semaines. C'est chaud. Et on est effectivement européen. On vient de Paris et on fait des check-ups de sang réguliers et on extrait de la donnée actionnable pour nos utilisateurs pour qu'ils comprennent leur état de santé et on essaye de rendre l'information d'un PDF que tu reçois en général quand tu vas dans ton laboratoire à côté de chez toi et tu comprends rien ton PDF avec tes marqueurs, etc. On transforme ça en quelque chose de très concret. La plupart des cancers sont détectés trop tard, donc on peut aussi, avec une prise de sang, le sang est quelque chose d'extraordinaire. Il y a les selles. Laurent lit dans les selles, et nous lisons dans le sang. Voilà, c'est vraiment sympa cet épisode. Alors rien à voir avec Theranos, hein, parce que je parle de Theranos parce que
les fantômes de Theranos sont en train de revenir, puisque on a appris que le mari de Elizabeth Holmes remontait une nouvelle start-up. Incroyable. Et d'ailleurs, il est arrivé à relever des fonds avec un projet finalement assez similaire de celui de Theranos, en tout cas sur le papier, non, Max? Ouais, mais similaire, mais sauf qu'ils ont fait un truc incroyable, c'est qu'ils ont adapté la machine pour les animaux. Et donc ils commencent sur le marché des animaux de compagnie. Et donc du coup, qui est un marché beaucoup moins régulé. Donc j'imagine que bon, c'est plus facile de sortir des datas. C'est moins d'années de prison à la fin si tu commences par les animaux et que ça marche pas. Mais non, mais ça c'est marrant, Arnaud. C'est typique de la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'on pensait que le truc, on se dit bon bah là c'est bon, ils ont compris, ils vont pas revenir avec un truc pareil. Parce que Elisabeth, elle est encore en tôle pendant qu'on se parle là. Mais je pense justement, c'est vrai que Theranos avait vraiment traumatisé la Silicon Valley, et je pense que c'est pour ça que depuis 10 ans, on n'a pas non plus eu énormément de startups liées à tout ce qui était les analyses de sang. Je pense parce qu'il y avait vraiment eu ce traumatisme-là. Et je pense justement là, avec Function Health et les autres startups, les équivalents de ce que fait Lucie aux États-Unis, voilà, on avait enfin arrivé à dépasser ce traumatisme-là. Et elle revient par la porte de derrière. Alors c'est pas elle, c'est son mari. Mais, oui, c'est son mari. Mais aussi un autre point, c'est que la longévité pour les animaux de compagnie, c'est peut-être aussi ce qui va ouvrir encore plus le marché de la longévité pour les humains, parce que pour beaucoup de personnes, si on leur demande est-ce que vous voulez améliorer votre espérance de vie en bonne santé, parfois les humains ne disent pas forcément oui. Par contre, ils vont quasiment tous dire oui pour leur chien, tu vois. Et donc il y a déjà en fait des startups, notamment avec des produits comme Fatty 15, qui sont là pour augmenter l'espérance de vie de ton animal de compagnie. Parce que comme le disait Max, en effet, c'est aussi moins régulé. Il y a aussi plus de recherches. Tu sais qu'il y a des tests ADN pour ton chien. Tu peux avoir la nutrition personnalisée pour ton chien, etc. Et donc voilà, il y a déjà des solutions de longévité pour les animaux de compagnie, et peut-être qu'en fait alors ici on parle pas de propriétaires de chiens, on parle de pet parents, donc les parents de chiens, et qui vont peut-être du coup arriver sur la longévité pour leur animal de compagnie, puis finalement être convaincus pour eux-mêmes ensuite. Ouais, il y a plus de chiens à San Francisco qu'il n'y a d'enfants de moins de 12 ans. C'est assez fou, mais quand on sait le coût de la vie à San Francisco, Laurane, toi tu as des enfants, on il y est plus économique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bon bah on va prendre un chien parce qu'on n'a pas les moyens, malheureusement, c'est taré d'avoir des enfants encore. Et puis peut-être aussi que les couples se forment moins vite dans la Silicon Valley qu'ailleurs. Puis aussi une population homosexuelle très importante qui peut-être a plus de difficultés à adopter des enfants, et donc du coup ils adoptent des chiens. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de chiens ici dans la Silicon Valley. Je suis certain que ce marché-là, il est en train d'exploser. Je regardais, il y a aussi des hôtels pour chiens. Effectivement, ils parlent, comme tu dis, de parents d'animaux et pas de maîtres. Il y a un hôtel qui s'appelle Swag où tu peux laisser ton chien. Il y a même un daycare. C'est pas simplement pour des périodes de plusieurs jours. Tu peux poser ton chien comme tu poses ton gamin à l'école. J'ai conscience là dans ce que je dis que les gens en France qui nous écoutent vont se dire ils sont complètement malades. Bon, on va parler de ce culte de l'immortalité ensemble. Il y a une figure qui devient presque une figure de proue, et je sais que tu es un adepte, Arnaud, de ce personnage. Je dis personnage parce que c'est un personnage. Bryan Johnson, c'est cet homme que vous avez certainement vu. Il veut vivre éternellement. C'est pas l'éternité qu'il recherche, mais en tout cas, il essaye de prolonger son existence et surtout la qualité de son existence. Et on peut pas dire le contraire. Il y met les moyens et ça a l'air de fonctionner quand on le regarde. Je vous le montre à l'écran. Il a quel âge, Bryan Johnson, Arnaud? Je crois qu'il a autour de 47 ans. Mais il dit que son âge biologique est, je crois, de 25 ans de moins. Donc, ça dépend de l'organe. Oui, ça dépend de l'organe. Oui, exactement. Il calcule l'âge de chacun de ses organes et de tous ses organes. D'ailleurs, on va parler de certains organes, sa santé, la santé de son pénis, son niveau d'érection. Il mesure à peu près tout. C'est un mouvement. C'est une véritable communauté qui s'est créée autour de lui. C'est ce mouvement qui, avec ce slogan Don't Die, c'est exactement, lui. Regarde. J'ai même le petit pendentif Don't Die.
pourquoi ça s'appelle Don't Die et pas, par exemple, Live Well ou Live Forever? C'est qu'en fait, bien vivre, il peut avoir plein de significations différentes. Et en fait, il y a une seule chose sur laquelle 8 milliards de personnes se sont mises d'accord aujourd'hui, c'est de pas mourir. Et dit, avant même de vivre éternellement, faut déjà éviter de se tuer. Donc, mal dormir, mal manger, boire de l'alcool, ça fumer, contribue etc. à accélérer ta mort. Ouais, c'est exactement. ça. Et donc c'est pour ça qu'il dit c'est Don't Die. Et on voit bien du coup que ces recommandations, c'est plutôt du bon entendement. Et oui, c'est ça. On va parler de ça. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça finalement que des conseils de grand-mère? On va en parler avec vous. Je propose qu'on l'écoute pour qu'on se rende compte du personnage et qu'on le regarde aussi. Tu nous expliqueras. Si quelqu'un a une explication, pourquoi ce mec a des dents bleues, vous allez me dire ça, quoi, en fait. Hi friends, my name is Brian Johnson. I'm that crazy guy trying to not die. I think we're entering into a new era where death may no longer be inevitable. Join me in a Don't Die Summit in 10 cities around the world. 10 cities, the first one being San Francisco on Sunday, September 8th. So put that on your calendar. It could be the most important date of your life. We are daring to say the unthinkable thing in the year 2024. We may not die. We're gathered together with the world's best in health, performance, and wellness to learn about practices, habits, and routines we can all have so we can be our best selves and better humans. We're going to teach you how to live well, healthy, and be your best self. This is the event that may change your life forever. Click on the link below and register now. It is time we reimagine the unthinkable that we may not die. Max, ce Brian Johnson, toi qui viens de Paris, il a fait des émules aussi en France? Ouais, c'est énorme. En fait, nous, on a commencé par monter une communauté de gens très intéressés autour des sujets de santé et de longévité. Et donc, c'est Brian Johnson qui a un peu été le déclencheur de ça en France et en Europe. Et donc, on s'est entre guillemets servi de lui pour grossir cette communauté. Et les gens étaient un peu perdus sur tout ce qu'il partage, tout ce qu'il fait, toutes ces expérimentations. C'était pas facile pour nous, Européens, de trouver les produits qu'il utilise, de trouver il appelle ça son blueprint, son programme. Donc on a beaucoup aidé les gens à comprendre et à décoder, à décrypter le blueprint de Brian Johnson, et il a énormément fait parler de lui même en Europe. Et je pense que vous mentionniez tout à l'heure l'histoire du placement entre lui et son fils, et en fait les médias n'ont parlé que de ça, n'ont jamais parlé du fait que lui a donné à son père, et qu'en fait c'était une expérimentation, qu'en fait c'était hyper choquant, mais que c'était intéressant pour la science, parce qu'en fait derrière ça il y avait une vraie expérimentation de dire en fait ça fait des années que Peter Thiel il se fait aussi des transfusions de personnes et Johnny Hallyday avant, exactement. En France, et du coup, les médias sont emparés. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que il a fait parler de lui. Et ce qui est complètement incroyable, c'est que moi, mes amis qui sont pas du tout dans la tech, qui sont pas du tout ma belle-sœur, etc., qui vend des livres dans une librairie, quand tu lui dis Brian Johnson, elle a entendu parler de lui. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que peu importe l'homme, peu importe sa philosophie, peu importe, il a fait parler de lui, il a fait parler de ce mouvement et de cette idéologie, le Don't Die. Et donc du coup, c'est ça qui, à mon avis, est le plus intéressant dans Brian Johnson et ce déclencheur. Et pour moi, en tant qu'entrepreneur dans cet univers, je pense qu'il y a un avant après Brian Johnson, et il a créé vraiment, il a mis comme Jésus-Christ alors. Créé cette exactement. Ouais, exactement. Je sais pas si ça sera aussi fort. C'est pour ça que voilà. C'est pour ça que j'ai un pendentif. Ah oui, t'as intérêt à porter ton pendentif. Alors, est-ce que Laurent, est-ce que des gens viennent chez toi comme on viendrait se baptiser après avoir entendu Brian Johnson, et ils viennent essayer de comprendre avec toi comment est-ce qu'on peut appliquer ces méthodes? Alors, je dois dire qu'il y a beaucoup de jugements de mon monde. Il y a beaucoup de jugements sur Brian Johnson. Moi, je l'adore et je trouve que il a été extrêmement bon à pérenniser un petit peu, à faire connaître tout ce mouvement de la médecine de longévité, qui est au final une sorte de branche de la médecine fonctionnelle. Donc moi, je baigne un peu dans cette branche-là. Mais c'est vrai que le monde scientifique, ça a été un petit peu la risée du monde scientifique. J'ai été à un summit Wisdom 2.0, qui était un summit aussi sur la longévité, où lui n'était pas invité, mais ce summit, il était géré par Mark Hyman. Donc c'est vrai que ils ont fait quelques petits clins d'œil. Il est un petit peu la risée de ce monde scientifique, c'est vrai. Ceci dit,
ce qu'il fait, c'est extrêmement important parce que lui, contrairement à certains scientifiques, il arrive quand même, il est très bon en marketing, il arrive à faire parler de lui et faire parler de la médecine de la longévité. Et donc le monsieur tout le monde qui vient me voir, le monsieur et madame tout le monde qui viennent me voir, alors moi on me voit souvent pour des problèmes de maladies chroniques, maladies inflammatoires, maladies auto-immunes, qui sont en croissance, donc et pour les mêmes, qui au final on a une approche qui est très similaire de la médecine de la longévité pour les maladies auto-immunes au final. Mais donc il y a beaucoup de jugements quand j'en parle avec les personnes que je suis ou qui m'entourent, parce qu'ils disent oui mais bon lui c'est une blague, c'est un charlatan, c'est 2 millions, personne n'a 2 millions par an. Alors oui personne n'a 2 millions par an, mais ce qu'il fait c'est il arrive quand même à mettre la puce à l'oreille et de se dire tiens qu'est-ce que c'est, je vais me renseigner. Il y a pas que des manières. Il partage tous ces résultats, c'est open source pratiquement. Exactement. Ouais. Et moi, il dépense de l'argent pour les autres finalement. C'est vrai, il dépense de l'argent pour les autres, mais on n'est pas obligé de dépenser de l'argent là-dedans. C'est qu'au final, il est en train de prouver une chose, c'est que il est en train de hyper moderniser et de technologiquer, ça se dit pas, mais de rendre de manière très technologique cette approche de la santé qui, au final, peut être très simple. Et malheureusement, on vit dans un monde moderne, ultra moderne, une société ultra moderne. On a besoin de choses encore plus modernes pour revenir aux sources. Max, tu voulais qu'on fasse une expérience là. Qu'est-ce qu'on peut faire de retour aux sources? Retour aux sources. L'ingrédient numéro 1 de la diète de Brian Johnson et de la longévité en général, les antioxydants et les polyphénols. L'huile d'olive et l'huile d'olive est un des ingrédients qui contient le plus de polyphénols. Arnaud, t'as pas la bonne marque, parce que non, il a pas la bonne marque. T'as pas la bonne marque. L'huile. Nous, on a été sponsorisé. Moi, j'ai celle de Brian. Voilà, celle de Brian. D'accord, ok. Vous avez la nôtre et donc celle de Lucie, qu'on appelait Evosan. Donc c'est une huile d'olive qui vient d'Italie, qui a été testée pour son taux de polyphénol, donc qui est très très riche, et qui est très très peu oxydé. Donc c'est ce qu'on cherche dans une bonne huile d'olive. Donc je vous propose voilà, c'est le rituel. On prend tous un petit shot, ça va piquer parce que ça pique, c'est un peu fort. Ça gratte un peu la gorge. Mais plus ça gratte la gorge et plus l'huile d'olive est riche en polyphénol. Voilà. Et comme nous, en Europe, on a quand même les meilleures huiles du monde, voilà, cette huile vient du sud de l'Italie. À la vôtre. À la vôtre. Celui qui ne tousse pas. Ah ouais. Ouf. Et après, non, mais faut boire de l'eau après. Celui qui ne tousse pas, c'est... Moi, j'ai goûté les deux, c'est vrai que celle de Lucie, c'est meilleure. Elle est super bonne. Parce que, elle a un défaut, cette huile. Oui. Je vais te le dire. Elle a un défaut. Majeur, qui est presque rédhibitoire pour moi, c'est qu'elle est italienne. En tant qu'espagnol, si tu veux, c'est son principal défaut. Mais cela dit, elle est exceptionnelle, elle est super bonne. Elle a un goût incroyable, mais elle est très très forte. Alors toi, tu nous dis, il faut prendre un shoot comme ça tous les matins. Lui, il prend, en fait, dans sa diète, il a 30% de ses calories. Donc, Brian compte ses calories toute la journée, parce qu'il dit chaque calorie doit se battre pour exister. Et en fait, 30% de sa diète vient de son huile. Et donc, nous, la nôtre, donc, cette huile d'olive, elle est très riche en polyphénol. Et effectivement, soit tu le prends en shot comme ça, c'est un peu fort. Le meilleur, c'est de ne pas la cuire, évidemment, de la mettre sur une salade, sur un poisson. Ça va donner du goût, ça va relever le plat. Et effectivement, en fait, le gros défaut de nos huiles de table qui sont dans le commerce actuellement, c'est que elles ont toutes été transformées pour qu'elles aient un goût pas trop fort, parce que on s'est habitué à manger de l'huile qui n'était pas trop forte, et en fait on a perdu la richesse en polyphénol. Et dans toutes les études qui sont faites sur la diète méditerranéenne, en fait on part du principe que tu as une huile d'olive qui est de très bonne qualité, et donc tous les aspects positifs d'une diète méditerranéenne avec cette huile d'olive, etc., prend en considération le fait que tu aies une huile de qualité, et l'huile d'olive du commerce n'est jamais testée en taux de polyphénol. Et donc c'est pour ça que Brian a un peu changé les choses sur le marché. Et donc nous, on s'est juste dit, en fait, on a les meilleures huiles du monde en Europe. Pourquoi? Et lui, il achète son huile en plus maintenant au Portugal et en Espagne. Donc elle repasse par les États-Unis pour que voilà, repartir. Exactement, c'est un mec bien. Pour que repartir après en Europe, c'était un petit peu fou. Donc voilà. Donc on s'est dit, autant aller sourcer les meilleures huiles. C'est cool. Laurent, d'abord, c'est quoi le polyphénol? On parle de quoi là? Il nous parle de polyphénol. C'est quoi cette histoire? Pourquoi c'est important? Il parle aussi de diète méditerranéenne. Il y a eu beaucoup de reportages, notamment sur le régime méditerranéen et cette longévité de
ces populations, souvent d'ailleurs sur les îles méditerranéennes, plus que sur le continent. Tu vas peut-être nous expliquer pourquoi. C'est quoi polyphénol? Pourquoi l'huile d'olive? Ce régime méditerranéen, on parle de quoi? Alors, les polyphénols, ce sont des antioxydants. C'est un terme qu'on connaît un petit peu mieux. Et ce sont des composants qui sont dans les plantes, qui sont du coup très bons pour la santé, qui sont des antioxydants et qui viennent apporter. En fait, ils sont dans les pigments des plantes. Donc, c'est pour ça que on va tendance à avoir des polyphénols qui sont plus dans les baies, par exemple, dans les betteraves. Ils vont être différents en fonction des pigments. Donc, on dit toujours eat the rainbow, manger l'arc-en-ciel. C'est pour les polyphénols. Alors, il y a plein d'autres raisons aussi, c'est qu'on veut varier nos fibres, il y a des micronutriments dans ces aliments différents, mais les polyphénols, ils sont hyper importants pour tous les problèmes justement d'inflammation et puis de longévité juste en général. Parce que le stress oxydatif va accélérer déjà pas la longévité mais l'inverse, la vieillesse, le vieillissement et tout ce qui va être inflammatoire. Dans la Silicon Valley, on a l'habitude de dire que le temps, c'est de l'argent. Et pourtant, en France, il y a encore des milliers de dirigeants de petites entreprises qui continuent de perdre des heures chaque mois pour faire leur paie, gérer les congés ou récupérer toutes les notes de frais de leurs collaborateurs. C'est pour ça que je voulais vous parler de Payfit. Payfit, c'est la solution française de gestion de la paie et des ressources humaines. En moins de 2 heures, tu peux faire la première paye. Tout le reste suit, déclaration sociale, gestion du personnel, RH, tout est centralisé, automatisé et sécurisé. Payfit, c'est plus de 18 000 entreprises clientes. Alors si tu veux toi aussi arrêter de perdre du temps avec l'administratif et te concentrer sur ton vrai métier, je t'invite à aller faire un tour sur payfit.com. Arnaud, Brian Johnson, bon alors il prend de l'huile d'olive, super. On a attendu Jésus-Christ pour se dire que c'était bien de manger de l'huile d'olive. Ça va faire rigoler mes tantes à Barcelone, qui n'ont jamais rien connu d'autre que de l'huile d'olive. Mais il n'y a pas que ça. Et son corps, c'est devenu un véritable laboratoire. Il prend plus de 100 pilules par jour. Il a un rythme de sommeil qui est millimétré. Je sais que toi, tu le suis aussi. Tu es devenu toi-même une sorte de thermomètre vivant. Ouais, c'est vrai, on a un peu un parcours commun, ça que moi en effet il y a encore 5-6 ans, on avait eu l'occasion de le partager dans un précédent épisode, mais j'étais encore obèse, prédiabétique, au niveau de cholestérol, je peux montrer la photo parce que je l'ai gardée hein. Ouais, tu peux montrer, pas de souci. En effet, moi j'ai appliqué aussi comme lui un principe de la Silicon Valley, qu'on ne peut changer que ce qu'on mesure, et donc j'avais aussi décidé de tout mesurer. Et donc, test sanguin, test ADN, test de food sensitivity, test de gut health. Et du coup, à partir de ça, on a fait d'adapter des protocoles avec ensuite des mesures de ce que je mange avec MyFitnessPal, des objets connectés comme la balance WeSings, des objets connectés sur moi pour en effet mesurer mon sommeil, mon sport, etc. Et puis ensuite des tests réguliers pour voir en effet si les protocoles mis en place, et moi en effet je l'ai fait suivi par des médecins également en médecine fonctionnelle et préventive. Et c'est aussi ce qu'a fait Brian Johnson. Donc en effet, c'est qu'il fait partie d'un mouvement des biohackers qui existait avant lui. Mais pour réinsister ce qu'ont dit Max et Laurent, c'est vrai que il a plus fait pour le domaine de la longévité que tous les autres réunis, justement en faisant ces procédures extrêmes qui font le bad buzz, mais qui font parler. Et en fait, les journalistes, ils aiment bien parler des choses un peu sensationnelles. Et donc, c'est comme ça que ça a marché. Et aussi, les gens, il avait très bien compris les médias sociaux. Les gens aiment bien se foutre de sa gueule. Et donc, il y a des blagues à mourir de rire. Je vous propose d'en regarder une là, notamment où ce sont des comédiens qui se foutent de la gueule de Brian Johnson parce qu'il est devenu une sorte de tête de turc. D'ailleurs, il le prend plutôt bien. On en reparle tout de suite. On regarde ce clip et tu vas nous expliquer que la réaction de Brian Johnson face à ça. I have the mind of a 20-year-old, the skin of a newborn, and an enormous... I wake up at 4:01 a.m. with 532 nanometer blue light to maximize my nightly erections. I start off the day with 120 assorted supplements. This one is the bone marrow of a poor person. My breakfast is phytoplankton and the manure from a shiatsu Kobe cow. I used to live for the weekend. Now... I'm living forever. I'm 3D printing more skin. I use electromagnetic waves to do 20,000 sit-ups in 5 seconds. For my afternoon snack, I drink directly from my blood boy's veins. Arugula.
les MC en fait du Dandai Summit à San Francisco, c'était les stand-up comédiennes qui faisaient des TikTok pour se foutre de sa gueule. Mais en fait, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'une personne se foutait de sa gueule auprès de ses amis, mine de rien, il évangélisait. Et donc, il y avait peut-être une partie des gens qui du coup étaient intrigués, qui allaient voir ensuite ce contenu sur sa page YouTube, etc. Et en effet, il dit pas faites des transfusions de sang avec votre fils ou votre père. Il rappelle en effet les principes pour bien dormir, bien manger, bien faire du sport, avoir aussi la partie sociale, communauté. Et donc moi c'est aussi pour ça ensuite que j'ai créé la communauté Dandai à San Francisco suite à ce sommet-là pour agréger en effet les passionnés de la longévité, et on fait des dîners Dandai, on fait des activités autour de la longévité. Vous faites quoi dans des dîners Dandai? Parce que moi quand je fais des dîners avec mes potes, on bouffe des entrecôtes, voilà quoi, on boit du vin. Là vous faites quoi? C'est du tofu, du quinoa? Non, je le dis parce que je me fous de la gueule régulièrement des bobos écolos à vélo à Paris que je ne supporte plus. Mais voyez comme quoi, regardez, on en parle et je vous donne la parole aujourd'hui. Alors c'est quoi, ça se passe comment ces dîners Dandai? Bah pour le coup, en effet, donc Brian avec son programme Blueprint, il a créé plein de recettes, et donc on avait tous fait une recette différente. Fais-nous saliver, Arnaud. Qu'est-ce qu'on mange? Bah je crois que Max en avait aussi fait à Paris. Qu'est-ce que vous avez fait pas à mal. Paris? Et nous, on a fait des dîners longévité où on adaptait les basiques de Brian Johnson, mais on a montré que en France, on savait bien cuisiner, donc on pouvait faire des choses hyper appétissantes malgré tout, malgré la longévité. Non, en vrai, c'est la diète méditerranéenne ni plus ni moins, c'est-à-dire des brocolis, des choux-fleurs, des lentilles. Ça c'est son plat favori, mais tu peux le réinventer, tu peux lui apporter plein d'épices, plein de choses hyper intéressantes. Et lui aussi, faut reparler. Toi tu dis Carlos, tu manges des entrecôtes avec tes potes. On le dit pas à Laurent parce qu'elle m'a interdit l'entrecôte, hein, Laurent. Non, jamais de la vie. Je n'interdirai jamais l'entrecôte, voilà, Carlos. Tu me l'as déconseillé en tout cas. Quoi. Tu m'as dit de temps en temps, fais-toi plaisir. Tu m'as dit, t'as envie de manger une entrecôte, mange une entrecôte, mais comprends. Ouais. Non, je vais rectifier après Max. Alors, je vais rajouter quelque chose après Max. Ok, et du coup, juste pour dire, lui est végétarien parce que par choix, mais il ne prône pas, enfin, il ne recommande pas à tout le monde d'être végétarien. Et donc, souvent, c'est marrant, c'est quand on parle de longévité et de repas, tu vois, t'arrives à dire, on mange quoi, du quinoa et des choses, ça a l'air un peu boring, alors qu'en fait, pas du tout. À la fin de la journée, tu manges exactement ce que, en fait, on mange normalement, mais c'est juste que c'est revisité, c'est juste repensé, c'est juste avec des ingrédients qui sont plutôt bio, plutôt de bonne qualité. Ça veut dire juste rééquilibrer ta dose de légumes par rapport à ta dose de glucides. Ça veut dire repenser tes glucides différemment. C'est peut-être pas manger des pâtes, mais manger des légumineuses. Tu vois, ça va être des choses comme ça. Mais en fait, tu peux faire des recettes incroyables avec ce genre de. T'as un chef anglais qui s'appelle Otam Ottolenghi qui fait des super recettes. Et finalement, si tu regardes ses recettes, c'est exactement les recettes de Brian Johnson. Donc en fait, ça fait des années que voilà, Brian Johnson est juste arrivé en rééquilibrant le plat parfait avec des nutriments, avec les bons ratios de calories. Mais c'est tout aussi appétissant que n'importe quel repas avec tes potes. Je suis sûr, moi, je te fais une soirée longévité, Carlos, tu vas adorer. Ce que je me dis quand j'entends ça, voyez, cette communauté, le fait d'organiser, de parler, est-ce que tout ça n'est pas un prétexte finalement pour que des gens se réunissent, parce qu'on est dans une société avec où il y a une solitude absolument énorme et que les gens sont pressés comme des citrons. Encore plus avec Léa, ils sont encore plus flippés. Et puis on leur explique que la planète ne va pas résister à l'humanité, qu'il y a des guerres partout. Et puis aussi tous ces conseils en tant que boomer, hein, comme je me suis présenté en tant que boomer. Sincèrement, ça me fait penser aux conseils de ma grand-mère, aux conseils de ma tante, de mes tantes en Espagne. Et je me dis, mais c'est quoi, Laurent? C'est que ces conseils, ils passent plus aujourd'hui par rapport à ces nouvelles générations. Est-ce que c'est qu'ils ne les écoutaient plus, ou est-ce que on a abandonné aussi, on a arrêté de transmettre finalement ces bonnes pratiques qu'on avait avant et qui se transmettaient de mère en fils ou de père en fille? Qu'est-ce qui se passe là? J'adore que tu abordes ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est hyper important. On parle tout le temps dans tout ce qui est santé, longévité, on parle tout le temps d'alimentation, de biohacking, de toutes les machines, de tous les tests qu'on peut faire, mais
la connexion est hyper importante. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Alors c'est vrai que moi je connais plus les études autour des maladies auto-immunes, mais il y a des études qui ont été faites pour les maladies auto-immunes où ils ont pris un groupe de personnes qui n'ont absolument pas changé leur alimentation, alors qu'on sait que l'alimentation a un impact sur l'inflammation. Mais elles n'ont pas changé leur alimentation et tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont organisé des groupes de parole qui étaient 2 fois par semaine, quelque chose comme ça, et ils les ont suivis sur 6 mois. Et il y a eu des améliorations claires et nettes sur les marqueurs inflammatoires et sur les symptômes et les ressentis entre le groupe qui n'a rien changé, qui est resté plutôt dans la solitude, et le groupe qui était connecté et qui avait cette communauté. Et donc l'aspect communauté est hyper important. On est des êtres sociaux et c'est pas juste un terme philosophique, c'est que c'est vrai et il y a cette connexion qui est importante. Pas que entre nous, mais aussi la connexion à la Terre. Mais c'est vrai que la connexion est hyper est au centre au final de l'humanité. Alors, tu me fais réagir à un truc là. Je vous dis un truc, vous allez me dire, ça se trouve c'est une énorme connerie. Mais je lisais un article ce week-end. J'ai passé un week-end un peu de débauche, mais il y avait justement un mec qui expliquait un truc. Il disait ces baskets là, avec ces semelles hyper compensées, hyper agréables, etc. C'est dramatique pour l'être humain parce que on perd la connexion avec la terre. Et le mec expliquait ça, il disait c'est super confortable, c'est génial, mais par exemple il disait quand vous êtes à la salle de sport, mettez-vous pieds nus parce que n'y allez pas en basket parce que on a besoin, a priori Laurent, tu confirmes ou pas, de reprendre une connexion, comprendre nos muscles et que toutes ces semelles qui compensent nous font perdre une certaine réalité face à notre corps. C'est 2 choses. C'est que je pense que lui, ce qu'il voulait dire, c'est plus l'utilisation de tous ces petits muscles, tous les petits tendons qu'on n'utilise plus parce qu'on est dans des chaussures fermées, de plus avoir ces sensations, de vraiment à quoi le contact avec le sol, de ressentir cette sensation. La deuxième chose, c'est le contact réel avec la terre, avec la surface de la terre. Donc les pieds nus, être pieds nus dans l'herbe, sur le sable, même certains bétons, ils laissent passer en fait la terre. Donc on sait c'est de l'énergie. Donc on va laisser passer, il va y avoir des échanges d'ions entre la terre et l'être humain. On n'est pas fait en fait pour avoir des semelles en caoutchouc qui nous coupent complètement l'accès à la terre. On n'est pas fait pour ça. Et Brian Johnson en parle aussi de ça. Enfin, et pas que Brian Johnson, tous les médecins qui sont, enfin tous les médecins, les influenceurs, les scientifiques dans ce monde de la longévité, ils parlent beaucoup de la connexion avec la Terre qui est important pour cet échange d'ions. Et il y a vraiment des scans qui ont été faits avant et après où on voit une diminution de l'inflammation assez impressionnante en l'espace de 15 minutes. Je vais te faire marrer, Carlos, du coup, sur recommandation de Brian. Moi, j'ai des draps sur mon lit qui sont connectés à la prise terre pour que justement, même du coup, pendant mon sommeil, je sois connecté à la terre, même sur mon matelas. Attends, tes draps sont connectés à quoi ? Donc, il y a un câble, en effet, de mes draps jusqu'à la prise terre, la prise électrique terre. Ah, d'accord, une prise terre comme... Ah, d'accord, ouais, ok. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour permettre cet ancrage, cette mise à la terre et comme l'explique bien Laurent, en effet, d'éviter ces problèmes-là de déconnexion. Ouais. Il y a plein de techniques, plein de manières. Moi, j'ai les chaussures BAE, B-H-A-E, qui sont des chaussures qui te permettent d'avoir cette connexion à la terre. Ils ont une sorte de fil conducteur, un truc conducteur dans la semelle. Et ça permet quand on fait une hike d'être connecté à la Terre. Non mais vous y croyez vraiment à ça ou c'est c'est pas une croyance. Est-ce que tu crois en la gravité ? Est-ce que tu crois en la gravité, Carlos ? C'est pas une croyance. Je suis obligé de croire en la gravité, mais non mais c'est que je peux pas m'empêcher d'imaginer mon Arnaud qui va brancher son drap tous les soirs. Je pense qu'il reste branché. Je pense qu'il a pas besoin de le brancher tous les soirs, mais c'est flippant, hein, votre truc. Et sur le côté social, pour revenir, l'un des critères que tu évoquais tout à l'heure, l'un des critères des zones bleues qu'on a trouvé, c'est le critère de sociabilisation. C'est les gens vivent centenaires parce qu'ils restent connectés à leur communauté le plus longtemps possible. Mais bien sûr, mais moi je te donne un exemple. Ma famille en Espagne, on a fini de manger à midi. Qu'est-ce qu'ils font les vieux ? Ils prennent leur chaise du repas et ils vont se foutre dehors. Devant la maison avec leurs chaises, et vous le voyez souvent en Italie, en Espagne et tout ça. Et ils posent leurs chaises, et ils vont boire leur café dans la rue, en face de la maison.
Le voisin fait pareil, hein. Il pose sa chaise aussi. T'as toute la rue, t'as toutes les papis et les mamies qui sont là, et ils voient les passants et s'engagent des conversations. Alors c'est à mourir de rire parce que dès qu'ils ont le dos tourné, ils se foutent de sa gueule. Bon bref, ça crée des trucs. Mais oui, il y a ça effectivement. J'ai vu personne à San Francisco prendre sa chaise et s'asseoir en face de la maison. C'est clair. Par contre, il y a une explosion des groupes de sport, le boom de Strava récemment. Les jeunes ont besoin de ce côté social, et t'as l'explosion des clubs de running en ce moment, c'est exactement ça. Les gens vont courir pour le sport évidemment, pour la santé, mais aussi pour être connectés, pour se rencontrer, retrouver. Pour se parler, pour se retrouver, parce qu'on a coupé toute source de connexion, et donc on est en train de revenir. Donc pour moi, c'est des cycles aussi. Et finalement, quand tu disais par rapport aux grands-parents, est-ce qu'on a perdu, etc., j'ai juste l'impression qu'on est en train de revenir à on avait perdu cette connexion, et on est en train de revenir. Il y a une rectification naturelle qui est en train de se faire et on a perdu peut-être quelques générations au milieu, et bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, là, c'est en train de se rectifier, quoi. Il a quand même des côtés un petit peu flippants, ton ami Brian Johnson, Arnaud. Je vous propose qu'on l'écoute là. Il va nous expliquer que les humains sont sur le point de devenir des dieux. Là, on commence je sais pas si c'est un jour où il avait pris un peu trop d'huile d'olive. On l'écoute, ça dure un tout petit clip de quelques secondes, et puis on revient tout de suite. Arnaud va nous expliquer ce qu'il entend par là. Honestly, what I'm doing right now is I'm trying to make Don't Die into the world's most influential ideology by 2027, fastest growing ideology in human history, and have something like, 1 million citizens around the world who are like all in on this philosophy. We have basically leaders trained all over the world who are organizing local groups. So Don't Die is a religion. Don't Die is an economic system. It's a political system. Don't Die is an ethical, moral, and social system. Let's say we have something like $1 trillion under management, where people take their savings and they put it into a Don't Die managed fund, where we can move money in markets to actually move towards things that push towards Don't Die. But basically, we're trying to build a nation state and a religion and a social movement in like a 2-year time period to basically track with the progress of AI, so that we have a guiding light on what we do as a species in this moment. Il y a un concept hyper clé à comprendre, c'est longevity, escape, velocity. C'est l'idée que il y a peut-être, avec les avancements de la science, de la médecine, un point où on va peut-être gagner jusqu'à 1 an d'espérance de vie par an, et que les progrès vont arriver à cette vitesse-là. Et donc là, potentiellement, si on arrive à ce point d'inflexion, oui, on pourrait vivre éternellement. C'est pour ça qu'il dit, peut-être que le premier homme qui ne va pas mourir est peut-être déjà né. Et en effet, l'idée, c'est que, notamment avec l'intelligence artificielle, et notamment Dario Amodei, qui est le patron d'Anthropic, qui est aussi un background en biologie, qui l'a affirmé, il pense, donc Dario, qu'on pourrait doubler l'espérance de vie humaine grâce à l'intelligence artificielle d'ici 5 à 10 ans. Donc, faut voir qu'on a déjà doublé l'espérance de vie humaine sur les 150 dernières années, et que là, en fait, avec l'intelligence artificielle, on pourrait potentiellement beaucoup mieux comprendre la biologie, et donc accélérer, en effet, tout ce qu'on appelle des longevity biotech, et donc potentiellement, en effet, arriver à ce point d'inflexion dans un réseau, en effet, peut-être de notre vivant. Donc c'est pour ça que voilà, ça il se base là-dessus. Et donc avant d'arriver à ce point d'inflexion là, grâce au progrès de la science, on peut déjà faire notre possible pour éviter un vieillissement accéléré. Donc boire de l'huile d'olive, avoir un rythme de vie sain. Donc en effet, bien dormir, bien manger, bien faire du sport et être une bonne vie sociale. Donc c'est l'idée en effet d'éviter déjà de se tuer aujourd'hui, pour arriver en meilleure forme au moment où on aura ce point d'inflexion de la longevity escape velocity. Je vais vous challenger là-dessus parce que moi je suis assez d'accord avec Elon Musk, qui est contre cette éternité et contre ce truc-là, parce qu'il dit un truc, je suis assez d'accord avec lui, c'est que la mort, ça a aussi une forme d'utilité, c'est que ça permet de supprimer des connards. C'est que cette longévité de la vie, c'est aussi un non-renouvellement d'idées à la con, et qu'on a besoin. Et ça, c'est depuis Platon qu'on sait ça. C'est Platon parlait déjà des jeunes cons à l'époque, mais il y a ces nouvelles générations apportent des nouvelles idées, apportent de nouvelles perspectives. Et que si on fait durer trop longtemps les gens, on s'enferme dans des vieilles idées avec des vieilles personnes. Je sais pas, est-ce que ça fait réagir l'un d'entre vous là-dessus? Moi, je trouve ça très, quand tu le dis, je comprends, mais je trouve que c'est une approche ultra égoïste et
très centré sur l'individu et qui oublie la nécessité pour la société en général à renouveler ces éléments. Je veux juste rajouter aussi, je suis d'accord avec toi, et pour faire l'avocat du diable, c'est sûr que, enfin, moi personnellement, j'ai pas envie de vivre jusqu'à 150 ans. Et puis, faut interpréter les stats aussi. C'est que Arnaud t'a dit, on a doublé l'espérance de vie depuis 150 ans. En fait, il faut comprendre les stats, c'est que on a augmenté la moyenne d'espérance de vie depuis les 150 dernières années, mais parce que il y a beaucoup moins de morts infantiles. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup moins donc en fait on vit pas forcément beaucoup plus vieux aujourd'hui. C'est peut-être à quelques années près. On est plus nombreux à vivre, c'est ça. Mais on est plus nombreux à vivre. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, moi, la raison pour laquelle je suis adepte de ce concept, c'est pas pour vivre plus longtemps. Et je trouve, comme toi, Carlos, que on n'a pas besoin de vivre plus longtemps. Mais par contre, on a besoin de vivre mieux parce que on vit de moins en moins bien. Et ça, c'est une réalité. Et c'est que les cancers sont en croissance et que les maladies auto-immunes sont en croissance. Il va y avoir, les maladies auto-immunes représentent 8% de la population aujourd'hui. C'est énorme. Il va y avoir une croissance de 6% jusqu'en 2030. Donc, c'est les maladies cardiovasculaires. Ça s'explique, c'est quoi la cause de ça? C'est l'environnement. Ce sont des maladies environnementales. Donc, on mange pas comme il faut, on bouffe des conneries qui sont industrielles, qui sont complètement transformées. Donc ça, Brian Johnson, il dénonce énormément tout ce genre de choses. On vit pas du tout en rapport avec comment on est censé vivre, avec les cycles de la Terre, donc avec le soleil, avec la lune, avec la nuit. On mange des fraises en décembre. On mange aussi pas comme il faut. Et puis même les aliments, même s'ils sont de saison, ils ont été transportés à travers le monde. Ils ont plus du tout tous les micronutriments qu'il faut aujourd'hui. Une orange a 40% de moins de micronutriments, de vitamines qu'une orange il y a 100 ans. Donc on vit plus du tout de la manière. Oui, mais elle est belle, elle est grosse et elle brille. Ouais, c'est ça. Je crois que Lorraine, la stat, c'était genre une orange d'aujourd'hui équivaut à une dizaine ou je sais plus combien d'oranges d'il y a 100 ans. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est peut-être ça. Une orange d'il y a 100 ans équivaut à 10 oranges d'aujourd'hui. Oui, pardon. Voilà. Merci. Oh là là. Non, mais je me rappelle, Lorraine, un jour, je lui avais dit, non, mais tu sais, moi, je mange plus que du Impossible Burger. Je mange plus des burgers. Et là, elle m'a engueulé. Elle m'a dit, non, mais en fait, c'est pas une bonne idée. Non. Ouais. C'est ça, c'est que les gens, ils vont interpréter aussi le véganisme ou le végétarisme de Brian Johnson, qui est pour des raisons éthiques. Les gens, ils vont interpréter ça comme, il faut que je devienne végétarien, et ils vont manger des conneries industrielles qui sont faites à partir de plein de choses. Alors, je suis désolée, si certains d'entre vous mangent du Impossible Burger, mais je suis complètement contre cette approche de Impossible Burger parce que c'est fait d'ingrédients qui ne sont pas reconnus par le corps. Il y a des centaines d'ingrédients dans ce burger qui sont pas reconnus par le corps, alors que dans le bœuf, il y a un ingrédient et il y a une multitude de micronutriments qu'on trouve pas forcément ailleurs d'ailleurs. La vitamine B12 n'est pas forcément facilement trouvée ailleurs, ou le fer n'est pas facilement assimilable. Donc on peut continuer à manger des entrecôtes, c'est ça. On peut continuer à manger des entrecôtes. C'est toujours une question de quantité. Voilà, c'est une question de pas matin, midi et soir. Non. C'est ça nous notre société moderne, c'est l'accès tellement facile à la nourriture que on fait plus d'efforts pour à l'époque t'allais chasser ton bœuf, donc tu parcourais des kilomètres et t'allais le chasser, et donc c'était la récompense. Aujourd'hui, c'est l'accès est tellement facile que du coup tu vas démesurément consommer ce bœuf, et c'est la démesure qui fait, et puis sûrement la mauvaise qualité du bœuf parce qu'ils sont mal nourris, et donc la qualité, etc. Moi, je voulais juste vous donner une stat pour rebondir sur ce que Laurent tu disais, ce qui nous intéresse dans ce mouvement, c'est pas le don d'ail, c'est le vivre en meilleure santé le plus longtemps possible. Et aujourd'hui en France, tu as une stat qui est quand même assez ahurissante pour les femmes. Les femmes vivent en moyenne jusqu'à 85 ans, mais l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire sans maladie, c'est 65 ans. C'est 20 ans de moins. 20 ans, ça veut dire que tu vis jusqu'à 65 ans sans maladie. Et si ce mouvement-là et les découvertes et toutes ces choses qu'on est en train d'apprendre te permettent finalement de te rapprocher le plus possible de la fin de ta vie, d'être en bonne santé, de vivre sans maladie, mais c'est ça le Graal. On s'en fiche de vivre jusqu'à 150 ans, on s'en fiche de vivre jusqu'à 120 ans. Par contre, comme l'a dit Arnaud, évidemment ça vend pas. Donc il faut bien qu'il y ait un mec qui arrive et qui dit OK, don't die, et on va vivre jusqu'à forever, etc. Et ça soulève des débats de société. On est là, on est dans un podcast, on en parle, et c'est ça qui est génial. Mais la vérité derrière, cachée, c'est vivre en bonne santé le plus longtemps possible, et comme le dit Laurent, revenir sur des choses essentielles qu'on a perdues depuis pas mal d'années. Alors, autre produit hyper à la mode, ma femme a succombé, c'est cet anneau
Oura, tu l'as aidé d'ailleurs Arnaud, qui analyse ton sommeil minute par minute. Alors donc c'est à la limite, c'est un sujet de conversation qu'on a maintenant régulièrement. C'est important après 30 ans de mariage d'avoir un truc à se dire. Donc on parle de ces minutes de sommeil ensemble. Et puis des fois elle me dit je suis désolé, c'est très intéressant ce que tu me dis, mais là il faut que j'aille me coucher parce que ma bague m'a dit qu'il fallait que j'aille me coucher, donc je me retrouve tout seul. Mais est-ce que ça, Laurent, je parle à la spécialiste, c'est intéressant comme gadget ou non, là c'est du n'importe quoi? Alors, je vais pas être la spécialiste de ces gadgets-là. Non, c'est pas du tout du n'importe quoi. Tu as pas une Oura, quoi. Je pense que non, je n'ai pas une Oura. Parce que moi, je viens d'années et d'années de contrôle, parce que moi, j'ai été très malade et j'ai dû être beaucoup dans le contrôle de mon environnement et de mon alimentation pendant des années. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de liberté. Et il y a quelque chose, il y a aussi, tu sais, l'orthorexie, qui est une forme, comme un peu la boulimie ou l'anorexie, mais qui va être pour tout ce qui est de santé, donc vraiment de manger tout qui est absolument bon pour la santé, de contrôler tout son environnement pour être extrêmement bon pour la santé. Je n'ai pas ça, mais disons que on peut aussi tomber là-dedans, et donc moi j'ai besoin de liberté. J'ai 2 enfants qui sont en bas âge aussi, donc voilà, merde. J'ai besoin d'un petit peu de... Non, mais c'est vachement intéressant parce que c'est l'inverse là de vous êtes opposé avec Arnaud. Arnaud là, il est en besoin lui de contrôle et d'aller tout mesurer dans les moindres détails. Sans mesurer, on peut pas le savoir. Donc je pense que c'est excellent de mesurer. Tous ces outils-là pour mesurer, j'ai plein de personnes que je suis qui l'utilisent, la Oura Ring, et qui mesurent tout. Mais c'est juste que il faut aussi pas se mettre trop de pression. Et parfois, d'avoir trop de data, ça peut aussi apporter un petit peu d'angoisse, d'anxiété. Donc c'est pas pour tout le monde. Non, mais voilà, mais Laurent a raison. Chacun son rapport à l'information, à la donnée. Moi, en effet, alors, je mesure tout le temps, ce qui ne veut pas dire que je regarde tout le temps toutes mes données. Mais c'est au moins que si, en effet, j'ai un petit coup de mou, je peux aller regarder dans mes données et voir si, en effet, il y a des choses que je peux mieux faire. Alors qu'en effet, donc moi, je suis super connecté. Donc, j'ai le Whoop Band, j'ai 2 montres connectées, j'ai un lit connecté, j'ai tout connecté. Plus tout ce qu'on peut pas montrer à la caméra. Mais en effet, moi ça m'a été hyper utile parce qu'encore une fois, quand j'étais obèse, j'essayais de manger sainement, de faire du sport, ça ne marchait pas. Et c'est qu'à partir du moment où j'ai pu contrôler mes données, voir qu'en effet, je pensais bien faire, mais là je faisais pas tant si bien, que j'ai pu progresser. Et donc voilà, maintenant que en effet j'ai une bonne connaissance, voilà, je veux pas forcément être obsédé de cette donnée à chaque minute. Et donc Laurent a raison, il y a des risques des personnes qui peuvent se sentir malades. Moi je pense que j'ai une distanciation relativement saine. C'est d'ailleurs ce qu'avait marqué Alain Damasio dans son livre Vallée des Silicium sur le chapitre qu'il m'a consacré, c'est qu'il s'était rendu compte qu'en fait on pouvait avoir ce rapport sain aux données de santé, et donc voilà, c'est à chacun de faire son choix. Mais moi en effet ça a changé ma vie. Est-ce que Max, vous êtes en train de aussi créer un mouvement avec Lucie où des gens vont faire des prises de sang, vous recommandez 2 prises de sang par an, je crois, ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez pas peur que ça crée, vous criez une génération de gens complètement flippés par rapport à leur santé, qui tout d'un coup attendent fébrilement les résultats de leur prochaine analyse? Des hypochondriaques, quoi. On en a déjà. Mais non, mais bien sûr. Moi, je pense que, déjà, évidemment que premier point, c'est de se connaître soi-même et de savoir si on a un rapport à ce genre d'analyse qui est un peu déjà compliqué. Et si on est déjà anxieux par les données de sa Oura, peut-être que effectivement, on n'est pas obligé de passer dans cet extrême. Mais ouais, mais bon, il y a personne pour te dire non. Hein. C'est disponible. Je peux aller m'inscrire sur Lucie. Moi, je trouve que c'est de pas savoir qui est anxiogène. En fait, c'est ça le sujet, c'est que ça fait des années que, si tu veux, nous, on a vu nos parents, nos grands-parents mourir de maladies, Parkinson, Alzheimer, d'avoir des cancers, et en fait, on le sait, on n'arrête pas, on en parle dans les médias en permanence, les cancers explosent, etc. C'est quoi la raison? C'est quoi et en fait, pourquoi ma grand-mère est morte d'un cancer et en fait, elle a été détectée trop tard? Et en fait, c'est ça la raison derrière tout ça. C'est pas de créer des générations de gens anxiogènes, c'est simplement de changer la manière
manière dont on fait de la santé aujourd'hui et de dire, en fait, il y a un moment où on pourrait faire de la santé d'une manière qu'on appelle préventive et donc juste donner la bonne information au bon moment et ça va permettre aux gens de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et c'est ça qu'on cherche à faire. On cherche pas à créer des générations d'anxieux. Et effectivement, si on se rend compte qu'à un moment donné, on crée des gens où il y a un contexte anxiogène, c'est aussi parce qu'il y a d'autres problématiques derrière. Et donc là, ça induit des discussions avec des psys, etc., etc. Mais c'est pas évidemment notre objectif. Il n'est pas là. Il n'est pas de créer et à mon avis, ça va pas créer des générations d'anxiogènes. C'est la non connaissance qui est anxiogène. C'est cette idée-là, c'est qu'avec plein de biomarqueurs, en fait, on peut mesurer en effet, ces facteurs de risque. Et même si on est en bonne santé, on peut améliorer, en effet, sa santé, sa résilience vers la longévité. Par exemple, avec un biomarqueur qui est le VO2 max, qui est ta capacité maximum à consommer de l'oxygène pendant l'effort, qui est un bon indicateur de ta santé cardiovasculaire et qui est aussi un bon indicateur de ta longévité. Moi, typiquement, je suis passé du dernier tiers de la population en termes de VO2 max au top 1%. Et donc, j'ai réduit mon risque de mortalité toutes causes confondues de 5 fois. Mais en fait, moi, je vais te dire, Arnaud, ce qui m'emmerde, c'est que je suis d'accord, bien évidemment, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais j'ai pas envie de cette vie, quoi. Tu vois, c'est le schéma qui est proposé, je suis pas contre qui serait contre ce que tu dis, mais simplement de me dire que je vais devoir me mesurer, m'acheter tout un tas de matériel et de devenir comme ça une sorte de truc comment dire, peut-être que tu as pas assez de problèmes, tu vois. Moi, j'ai suffisamment de problèmes pour essayer de me dire que ça ne devrait pas être un problème supplémentaire auquel je devrais penser tous les jours. Et voilà, quoi. C'est ça, c'est la vie qui va avec qui m'emmerde. Mais Carlos, on te demande pas de faire cet effort. Les gens le font parce qu'ils ont envie de le faire. Et c'est ça la différence. Et toi, si t'as pas envie de le faire, personne t'oblige. Non, mais moi, c'est pas important. Non, bien sûr, mais si, c'est pour les gens. C'est important. Mais non, moi c'est pas important ce que je pense. Moi, on s'en fout à la limite. Oui, mais pour toi, Carlos, en effet, si tu fais 2 tests sanguins par an, ça te prend 2 fois 30 minutes, et t'as ensuite 30 minutes d'échange avec un médecin pour analyser tes retours et imaginer en effet comment tu peux adapter ta vie. Ça va te prendre en effet 3-4 heures dans l'année. C'est pas trop demandé pour t'occuper de ta santé quand même. Non, mais je le fais. Mais la différence, c'est que c'est pas une quête pour moi. Et que quand je vous entends parler, j'ai l'impression que c'est une quête pour vous, alors que pour moi c'est pas une quête. Pour moi c'est une comment dire, c'est presque une corvée. Laurent le sait, il y a pas longtemps, je me suis tapé endoscopie, coloscopie. J'y suis pas allé en me disant youpi, vivement que j'aurai les résultats, ça va être super génial, quel bonheur. Bon, j'ai été très content de le faire. T'es encore plus content du résultat, mais je n'accueille pas ça comme une ça ne m'anime pas, voilà. Mais encore une fois, peut-être que on en a rien à foutre de moi. Je sais pas le sujet du. Mais ce que ça me fait dire, ce que ça m'interroge, c'est j'essaye de comprendre pourquoi moi ça ne m'anime pas et pourquoi il y a toute une génération qui elle devient très addict de ce type d'information et de ce type de pratique. Mais comment on pourrait dire que toi t'es addict à la célébrité et que tu veux gagner l'immortalité par Silicon Carnet, tu vois, et t'es obsédé par ça et tu. Non, je fais ça que pour le pognon. Non mais c'est exactement ça. Moi je pense que chaque génération a ses caractéristiques. Et Carlos, tu l'as dit, t'es un boomer. Bon bah voilà, t'as tes caractéristiques de boomer. Et en fait, mes parents parlent comme toi, ou plus jeunes parlent comme toi. C'est-à-dire que peut-être ça les embête. Et mais en fait, ok, c'est cool. Mais en fait, les nouvelles générations, même si ça les intéresse et que en fait on a vu nos parents, nos grands-parents mourir de maladies et on se dit en fait c'est quand même idiot parce qu'on a un système de santé, on est capable de détecter des choses, on est capable de changer, de corriger des choses très tôt et en fait de s'éviter ces 20 années à galérer, à être en mauvaise santé, etc. Mais en fait peut-être qu'on a envie de le faire et donc je pense moi le message à tout ça c'est génial et c'est super et il faut l'encourager et il faut se dire ça change et cette génération là, elle est plus orientée sur sa santé et il faut le voir d'une manière positive et pas se dire les mecs ils sont en train d'avoir des gadgets dans tous les sens, est-ce qu'on n'est pas en train de devenir taré. Mais mes profs à l'école nous disaient chaque génération c'est de pire en pire. On a l'impression toujours. Non mais Platon disait la même chose. Donc voilà. Donc ça il y a rien de neuf sous le soleil. Mais je trouve vachement intéressant ce débat qu'on a là. Parce que
finalement, je suis un petit peu jaloux de vous parce que je l'analyse différemment. Je continue. Là, on rentre un peu dans une forme de psychanalyse de cette histoire-là et de justement du rapport à notre corps, etc. Je l'analyse un petit peu différemment. Je pense que là où je suis jaloux, c'est que peut-être que pour ma génération, la mort est tabou. Et que ce rapport à la mort a peut-être quelque chose de beaucoup plus tabou. Moi, je fais partie de la génération SIDA, des choses comme ça. Et peut-être que je me dis que là, vous avez franchi un tabou, vous avez une approche de cette chose-là qui finalement est beaucoup plus saine que la mienne. Je suis pas en train de dire j'ai raison et vous avez tort. Hein. J'essaye de réfléchir avec vous. Je sais pas ce que t'en penses, Laurent, mais est-ce qu'il y a pas ce tabou-là de la mort peut-être de ma génération plus que de cette génération d'aujourd'hui, où finalement on pourrait penser qu'ils ne veulent pas mourir, mais en fait si, ils ont beaucoup plus conscience de ça que nous. Je pense que ça va au-delà de juste la mort. Je pense que c'est vraiment une manière de vivre, et il y a plusieurs mêmes explications toutes simples. C'est que ça, de faire du sport, ça libère des endorphines. De faire des cold plunge, ça libère des endorphines. Donc en fait, on en a envie quand on commence à intégrer ça dans notre quotidien. On en a plus envie juste par notre physiologie en fait. Donc c'est quelque chose qui nous apporte du bonheur, qui nous procure du bonheur. Si tu vas fumer, ça va te procurer du bonheur, et ben sauf que ça va te tuer un petit peu plus vite. Alors que tu vas aller faire 30 minutes de jogging, ça va te procurer aussi du bonheur, mais ça va te faire mourir un petit peu moins vite. C'est un petit peu dans ce sens-là, je pense. Et puis il faut pas confondre aussi les tests allopathiques de la médecine classique. On t'a parlé de coloscopie, mais les mammographies, les coloscopies. Je vous montre les images, hein, si vous nous regardez sur YouTube. Mais tous ces tests qu'on fait, en fait, c'est presque trop tard quand on fait ces tests-là. Ça attrape les choses beaucoup trop tard. Et donc l'intérêt de ces tests qui sont un petit peu différents, qui vont être les prélèvements de sel, qui vont être les tests sanguins, tout ce qui va être analyse biologique, ça permet d'attraper des choses plus tôt et potentiellement d'éviter à faire ces coloscopies qui sont pas très drôles à faire. C'est que potentiellement t'aurais pas besoin de les faire à partir de 40 ans, mais seulement à partir de 70 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait, et ça serait cool. Un monde dans lequel t'aurais pas besoin de faire des coloscopies, ça serait plutôt sympa. Et je crois que derrière tout ça, il y a un besoin de comprendre et de challenger le statu quo, c'est-à-dire la position, orthodoxique du médecin qui sait tout, le savant que tu vas voir et qui sait exactement qui va dire horrible. Quoi faire, comment. Ouais. Ben voilà. Et en fait, il y a ce besoin de challenger aussi et de comprendre et se dire, mais attends, ce qu'on a dit tout à l'heure, si tu ne mesures pas, tu ne peux pas. On me dit de prendre ça, mais en fait, comment il sait que je dois prendre ça? Comment il sait que moi j'ai besoin de cette chose-là? Et c'est aussi ça, la trend derrière tous ces objets connectés, toutes ces nouvelles solutions qui sortent, c'est la personnalisation de la solution, parce que chaque individu est différent, et donc on va faire un test de microbiote parce qu'on va tester un certain nombre de choses, on va faire un test sanguin parce que tu n'es pas pareil que ton voisin et que tu ne vas pas réagir de la même façon si tu manges une pizza que si ton voisin mange une pizza, etc., etc. Et c'est donc ces choses-là, moi je l'analyse comme ça, c'est un besoin de challenger et de pas qu'on nous impose pas des choses, que en fait chacun a besoin de prendre des décisions pour lui-même, et aujourd'hui on donne les outils aux gens parce qu'ils sont disponibles et on est en train de les rendre accessibles à un plus grand nombre pour que chacun puisse prendre des bonnes décisions pour sa santé. Et si t'as pas envie, t'as pas envie et c'est pas grave, il y a pas de police et on va pas t'embêter quoi. Voilà. Alors, j'ai plein de choses. J'ai une question pour Laurent et j'ai aussi une autre réflexion parce que quand je vous entends parler, parce que c'est des sujets que je me pose rarement, ça m'interroge beaucoup sur plein d'autres choses. Une question pour Laurent. Ce que dit Max, c'est assez intéressant. Finalement, est-ce que toute cette vague-là, à la fois des outils connectés qui permettent de nous mesurer, mais aussi toute cette nouvelle alimentation, c'est pas aussi de la faute des médecins qui ont tellement mal fait leur boulot de pédagogie que ils ont laissé un vide, et que comme ils sont incapables de combler ce vide eux-mêmes, peut-être par manque de temps ou par manque de, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas été formés pour communiquer ces choses-là, j'en sais rien, j'essaie de leur trouver des circonstances atténuantes, j'ai des copains médecins, mais est-ce que finalement, il n'y a pas tout un business qui s'est engouffré dans cette incapacité des médecins à communiquer autrement avec leurs patients? C'est un sujet délicat. Et je dois dire, ce n'est pas le cas de tous les médecins. Mais c'est pas la faute des médecins, c'est la faute du système. C'est que les médecins, ils sont formés, c'est ce que Arnaud a dit, c'est qu'ils sont formés à la maladie. On n'est pas dans la santé.
on n'est pas dans la prévention, on est dans la maladie. Donc, ils font des années et des années d'études pour comprendre extrêmement bien le corps humain, les maladies, mais aussi les molécules qui vont être associées. Les médicaments, ce sont des molécules synthétiques, donc ils connaissent aussi très bien ça. Pour moi, ça n'est pas égal à la santé. Ça peut être égal à, supprimer certains symptômes, et c'est vraiment ça le principe de l'allopathie, c'est supprimer des symptômes. C'est pas forcément de retrouver l'équilibre. Donc, c'est plus un système, et puis aussi il faut mettre en cause le nombre de patients qu'un médecin voit par jour. Je crois que les stats, c'est colossal. Moi je pensais pas. Ouais. Non mais c'est ça, ils ont je crois un max 9 minutes par patient en moyenne, un truc comme ça. C'est hallucinant. Donc eux ils sont à bout. Il n'y a pas assez de médecins, et puis ils peuvent pas personnaliser. Ils ont 9 minutes avec leurs patients. Ils peuvent pas poser toutes les questions qu'il faut. Ils peuvent pas. Je crois que c'est toi, Max, qui m'avait dit cette stat. 9 minutes. J'en ai parlé la semaine dernière avec quelqu'un. Mais donc c'est vrai que à un moment tu peux pas leur en vouloir. Je veux dire, ils font ce qu'ils peuvent. Autre question, et peut-être pour toi, Max, c'est que du coup, et tout le monde doit se poser cette question-là. C'est bien gentil tout ça. On fait un pas de côté, on évite le système, pas les médecins, comme tu dis, Laurent, c'est très juste, mais le système qui nous est imposé, ce système de cette médecine conventionnelle dans lequel seraient enfermés les médecins eux-mêmes, c'est ça ce que tu es en train de dire. Et donc on fait un pas de côté, mais ce pas de côté, il a un coût qui n'est pas remboursé. Je suppose que Lucie, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, que les devices que tu as achetés ne sont pas remboursés, Arnaud, par la sécurité sociale. Donc est-ce qu'on n'est pas en train, ça me fait très peur, c'est de créer aussi deux populations, une population qui a accès à ce que vous dites. Laurent, tes prestations ne sont pas non plus remboursées par la sécurité sociale, elles ont un coût, tout le monde peut pas se les offrir. Et tout d'un coup, ça me fait très peur, parce que je me dis, on va peut-être avoir des gens qui vont vivre jusqu'à 150 ans et d'autres qui vont continuer à vivre jusqu'à 75. Qu'est-ce que ça donne une société qui est partagée avec des gens qui ont 150 ans et d'autres qui ont 75 ans? C'est horrible. C'est pire que Bienvenue à Gattaca, cette histoire. Max. Tout à fait. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Okay. On reprend les bases. Aujourd'hui, effectivement, ce sont des solutions qui coûtent cher, mais en fait, quand tu veux changer un système, Lucie, en fait, ça coûte quoi? Ça coûte 500 balles par an, et c'est 2 tests plus tout l'accompagnement qui va avec. Donc c'est 500 euros. Non, par je dis pas an, que ce soit cher. Je dis que je dis pas que ça ne les vaut pas. Je suis certain tu m'as expliqué en plus que vous gagnez très peu d'argent sur les tests, parce que vous analysez des choses qui sont pas toujours analysées, et que donc ça vous coûte très très cher. C'est pas là-dessus que vous gagnez de l'argent. Donc ça, le coût, il est réel. Mais peu de personnes peuvent se. Enfin, tu vas me dire, à la limite. Alors, Netflix, tout le monde. hein. Alors, mais attends, voilà, et c'est surtout ça. Quand tu commences à gratter, tu sais, je discute beaucoup avec des naturopathes et des choses comme ça, et les naturopathes te disent, mais tout le monde a un iPhone. Et en fait, tout le le a X et un iPhone. Mais t'as besoin d'un iPhone aujourd'hui. Ta santé, c'est la chose la plus importante qu'il y a dans ta vie. Et en fait, c'est les paquets de clopes, on a fumé pendant des années. Tu bois de l'alcool, tu vas t'acheter une bonne bouteille de vin, tu vas t'acheter, etc. En fait, à un moment donné. Mais c'est pas ça. Enfin, la réalité du truc, c'est pas ça. C'est en fait aujourd'hui, Lucie, c'est déjà une réduction de 100 fois ce qui coûte dans des cliniques de longévité pour les ultra riches, etc. Ça va t'apporter 80% à 70% de ce que tu vas trouver dans une clinique pour ultra riches. Donc déjà, on a redescendu le prix à 15 000 balles d'un truc à 500 balles. Et la prochaine étape, c'est quoi? C'est de l'apporter à tout le monde, évidemment. Et on n'est pas en train d'essayer de construire une société à 2 vitesses. On est juste en train de dire une révolution, elle se fait pas du jour au lendemain. Et si toi, t'as des contacts au gouvernement dans aucun celui-là voilà, aucun moi je déteste donc comptez pas sur moi là-dessus. Et si on peut prendre et faire changer les choses demain et faire rembourser Lucie, mais on prend, et effectivement, mais on y arrivera, mais ça va prendre du temps. Et donc en attendant, tu fais le système Tesla. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu des voitures à des ultra riches dans la Silicon Valley, puis l'étape d'après, il a vendu à des un peu moins riches à 100 000 personnes, puis après il a fait la Tesla modèle X et etc. et modèle Y, etc. Et c'est la même chose, tu fais à étapes. Tu peux pas faire une révolution en une seconde. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire. Et donc évidemment le end goal, enfin le goal final, c'est d'arriver et de proposer et de rendre accessible toutes ces découvertes, toutes ces technologies, tous ces systèmes au plus grand nombre. Mais aujourd'hui, ça a un coût, évidemment. Autre réflexion que ça m'évoque, et j'aimerais bien vous entendre là-dessus, c'est une sorte d'uniformisation
de l'individu. Moi, quand je vous entends, alors peut-être vous allez me dire, ok, je suis un boomer ou des choses comme ça, mais moi j'aime bien les aspérités, j'aime bien que les gens soient différents. Et quand vous dénoncez ces oranges qui sont toutes grosses, brillantes et à peu près du même calibre, est-ce que avec cette démarche-là, on n'est pas en train de dire aux gens et en train de cloner les gens, ils vont tous se ressembler, ils vont tous boire de l'huile d'olive, ne pas fumer, ne pas manger. En fait, on a une sorte de recette unique. Non, mais c'est pas tout ou rien, Carlos. C'est pas tout ou rien. En fait, toi, t'es pas obligé de faire tout dans l'extrême comme Brian ou moi, tu vois. Il y a peut-être des choses que tu peux faire. Ça en fait déjà deux, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Autour de moi. Non, mais il y a peut-être des choses que tu peux améliorer dans ta vie qui vont pas plus te déranger que ça, mais qui vont avoir un bon impact sur la santé. Et il y a peut-être des plaisirs coupables que tu peux garder. Voilà, c'est pas tout ou rien. Et il y a peut-être aussi une autre perspective. Si tu le fais pas pour toi, peut-être que tu peux te dire aussi, peut-être tu le fais pour ta fille ou tes futurs petits-enfants, tu vois. Si t'améliores ton espérance de vie en bonne santé, c'est 8 ans, 9 ans que tu pourras passer à profiter aussi de tes futurs petits-enfants, etc. C'est une autre perspective. Peut-être que pour toi, tu dis ça compte pas trop. Souvent, on se dit, ouais, je donnerais ma vie pour mes enfants. Est-ce que tu donnerais ta santé pour passer plus de temps avec eux? Je trouve à la limite hypocrite là-dessus. Mais non, bon, mais Carlos, moi je pense que ce qui dans ton discours et on dirait vraiment, enfin voilà, les boomers. Putain, donc désolé, mais en fait, t'es en train de nous dire que en fait, tout ce qu'on te parle, c'est chiant et que les mecs qui fument des clopes et qui boivent de l'alcool, c'est c'est cool. Mais en fait, c'est pas ça la vérité. Et en fait, on n'est pas en train de limer et gommer les aspérités et les différences des gens. On est juste en train d'essayer d'aider les gens à vivre en meilleure santé plus longtemps. Mais ça veut pas dire qu'on te gomme ton aspérité et ta particularité. Et donc, à une époque, tout le monde fumait. Est-ce qu'ils étaient plus cool? Ils étaient tous différents. Ah oui, je te confirme. Ah, ils étaient beaucoup plus cool. Non, mais attends, ça c'est une vraie putain de question. Et je pense que c'est. Mais c'est plus cool. Il suffit de regarder les émissions de télévision. Vas-y. Mais ouais, mais tu regardes. Moi, je vous invite à aller regarder Paris Dernière. Je vous invite à aller regarder Tout le monde en parle. C'était beaucoup plus cool. Les soirées étaient beaucoup plus cool. Je suis désolé, vous êtes jeunes, vous les avez pas connues, mais ces soirées-là étaient beaucoup plus cool et beaucoup plus folles qu'aujourd'hui. Ça c'est sans. Croyez-moi, j'y étais. Vous y étiez pas. Je parle du milieu. Peut-être Laurent. Non, mais toi aussi, t'y étais pas. Je suis désolé. Donc non, c'était beaucoup plus cool à l'époque. J'ai envie de rajouter mon grain de sel. Parce que j'ai l'impression, c'est très drôle, j'ai l'impression, Carlos, qu'on a eu cette conversation. Je me fais défoncer, je suis le boomer. Vas-y. On a eu cette conversation à notre deuxième consulte, parce que la première consulte, tu te rappelles, on fait toute l'analyse, je te pose plein de questions, on fait les interprétations, et puis la deuxième consultation, je donne mes recos. Et on a eu cette conversation parce que moi, j'ai demandé à Carlos de commencer à boire des tisanes et de commencer à se déglingue totale. J'ai pissé, mais j'ai jamais autant pissé de ma vie, quoi. Et la première chose qu'il m'a dit quand je lui ai dit, bon, là, il va falloir soutenir le foie, je vais pas te rajouter un complément, donc on va juste faire des petites tisanes de chardon-marie les après-midi. Il me dit, mais je vais devenir chiant à mourir, je vais pas faire ça. C'est exactement ça. J'avais peur, en fait, exactement, mais tu touches du doigt vraiment ça, Laurent, c'est que je me suis dit, si je rentre dans ce machin-là, ouais, je vais faire du bien à mon corps, mais je vais devenir chiant, quoi, en fait. Mais ça, c'est la caractéristique tu vois, on parlait des caractéristiques de génération, c'est toi, c'est dans ta tête, ça. C'est dans votre tête de penser que parce qu'on boit du chardon-marie, on est chiant. Mais pas du tout. Il faut arrêter avec ça. Je pense. Non, sincèrement, Carlos, je pense pas que tu le penses parce que t'étais hyper heureux à la fin des 3 mois quand t'as eu quand même des belles améliorations, t'as eu quelques trucs qui ont changé et t'étais super content. Donc, en soi, alors oui, c'est pas des choses que t'as envie de faire à vie, mais quand c'est pour un petit moment, juste pour aller mieux, forcément, t'es content de le faire. Bon, écoutez, on arrive au terme de cette émission. On peut parler pendant des heures, mais et je trouve ça passionnant. Je ne vois qu'un seul truc à faire désormais, c'est que c'est un week-end ensemble. Retraite de longévité. Voilà, je pense qu'il faut qu'on teste et qu'on voit si on a passé un week-end chiant ou pas. Est-ce qu'on a bien mangé? Est-ce qu'on s'est marré? Il faut que maintenant on fasse le test. Donc je pense que mais si tu veux, Carlos, j'ai une idée.
J'ai une idée. On peut créer une retraite de longévité Silicon Carnet et les membres de l'Hacienda ils pourraient venir avec nous à San Francisco. On fera un cold plunge, boire des tisanes de Lorane. Exactement. Boire de l'huile d'olive. Voilà. Le LSD est autorisé dans la diet ou pas? Je crois que le microdosing, c'est assez trendy dans la Silicon Valley. Mais oui, non, mais je dis ça volontairement parce que il y a aussi toute cette chose-là dont on n'a pas parlé. Il faudrait peut-être faire une émission là-dessus ou qui redevient très très à la mode sur du microdosing de choses de psychotropes. On parle beaucoup de champignons ici dans la Silicon Valley qui participent aussi. On parlait tout à l'heure de santé mentale, de se retrouver pas simplement avec son corps mais aussi son esprit, et en microdosing il y a beaucoup de ça aujourd'hui en ce moment dans la Silicon Valley. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un impact sur la longévité? Je sais pas, mais si tu te sens mieux dans ta peau après peut-être. Peut-être. Ouais, c'est sûr. Bon, écoutez, on vous donne rendez-vous, les auditeurs. On filmera ce week-end, donc avec ou sans psychotrope, on ne sait pas. On vous en dira plus, mais en tout cas, il y aura de la tisane, ça c'est sûr. Laurent nous l'a promis. On sait pas ce qu'il y aura dedans, mais il y aura de la tisane. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était génial de discuter avec vous. Je suis désolé, j'ai bien conscience que je n'étais pas le meilleur. Mais si, au contraire. C'était génial. C'est il faut des contrastes, quoi. J'ai l'impression d'avoir fait un dîner de cons, mais. C'est toi qui l'as organisé, c'est tout le temps le con. J'ai organisé mon propre dîner de con, exactement. Je vous adore. Merci, Carlos. Allez, je vous embrasse. Bisous, ciao. Merci, bye bye. Ciao.